Bonjour et bienvenue à TT, l'émission qui raconte toutes les transformations. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture et alimentation. Comment pouvons-nous mieux produire dans le respect de nos terres, des agriculteurs et agricultrices qui les cultivent pour manger bien et vivre mieux? Et pour discuter de ces sujets d'actualité, puisque le Salon international de l'agriculture ouvre bientôt ses portes, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité aux multiples facettes. D'abord fils d'exploitant agricole, ce qu'il fut également, puis journaliste, où on le repère avec le reportage Les Fils de la Terre, qui le mène tout droit à la réalisation de son premier film Au nom de la Terre avec Guillaume Canet, un film qui retrace l'histoire tragique de sa famille, un film aux 2 millions de spectateurs et que vous avez peut-être vu récemment sur France 2. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, puisque notre invité vient de lancer sa chaîne de télé par abonnement. J'ai le grand plaisir d'accueillir Édouard Bergeon. Bonjour. Édouard, bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Ben non, je suis dans ce joli livre. Et voilà, merci Édouard. Il est très beau, du champ à l'assiette. Je vais le montrer du champ à l'assiette. Alors, montrez-le justement à l'écran, mais alors, il faut le montrer à la caméra, cher Édouard. Ouais, alors, on le montre à la caméra. C'est une jolie phrase, ça, du champ à l'assiette, puisque quand on mange, ça vient du champ. Exactement. Et on mange tous les jours, donc ça veut dire que 3 fois par jour, on a besoin des agriculteurs et des agricultrices. Donc mieux produire pour bien manger, ouais, c'est une grande question. C'est une grande question, c'est celle que j'allais vous poser. D'abord, je voudrais rappeler à nos viewers qui nous regardent que la France est la première puissance, entre guillemets, agricole d'Europe, après l'Espagne et l'Italie. Mais pour en revenir justement à la situation agricole en France, où on a oublié, et vous êtes le premier à avoir été confronté à cette situation, enfin l'un des premiers à en avoir parlé, en tous les cas aussi ouvertement avec votre film, le mal-être agricole, c'est pas une petite chose, c'est extrêmement grave, puisque encore aujourd'hui, un agriculteur se suicide par jour, ce sont des chiffres terrifiants. Ça paraît dingue, hein. Ça paraît dingue. Comment on a pu oublier que les agriculteurs et les agricultrices nous nourrissaient 3 fois par jour? Puisque vous venez de le dire, du champ à l'assiette, ce n'est pas un nom effectivement qui est arrivé par hasard. Comment on a pu oublier que tout ce qu'on mangeait aujourd'hui, qui était dans notre assiette, était issu de la terre? On demande beaucoup aux agriculteurs, et on a toujours demandé beaucoup aux agriculteurs. Depuis, si on refait un peu d'histoire, depuis un siècle, on leur a demandé déjà d'aller en première ligne, d'aller au front. Ils sont allés à la guerre, et puis sont revenus, pour certains, ceux qui sont revenus abîmés, mutilés, il a fallu qu'ils reviennent au champ. Et puis quand on était en 1945, il a fallu nourrir la France et puis solidifier la France et assumer une souveraineté alimentaire. Donc c'est les lois de Gaulle-Pisani, en gros, produisez et faites de la France un État souverain et fort en alimentation, ce qui fait qu'on est cette première puissance européenne. Mais ça veut dire aussi baisser le coût de l'alimentation. Ça veut dire aussi les consommateurs aussi, à un moment donné, autour des années 90, avec la mondialisation, ont voulu ne plus payer le prix qu'il faut leur alimentation. Donc je pense que tout le monde est assez responsable. La financiarisation de l'agriculture y est pour quelque chose. Passer d'une économie de production à une économie de consommation au tournant des années 90, ça a changé les choses. Et les agriculteurs sont la variable d'ajustement, en fait. C'est quand même la seule profession où, quand on parle d'intégration, par exemple des poulets, quand on le voit dans mon film, ou des veaux, des porcs, où l'agriculteur investit en son nom propre, on lui apporte les petits animaux, l'aliment, tout ce qu'il faut, on lui reprend à la fin, puis on lui donne de l'argent s'il en reste. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de facture. Donc il a le droit aussi de produire à perte. Donc on fait porter beaucoup à l'agriculteur. Et encore là, en ce moment, par exemple, la transition écologique, qui la porte, ce sont eux encore. C'est eux qui paient le coût de la transition écologique. Donc il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 380 000 exploitations en France, c'est-à-dire pas grand-chose. Et d'ici moins de 10 ans, la moitié va partir à la retraite. Donc gros enjeu de reprise et de vocation. 4 fois moins
d'exploitation agricole qu'en 1970. C'est énorme. Ouais. C'est vrai que ces générations, celles de vos parents, vous nous l'avez expliqué. Alors, grands-parents, les années 70, les 30 glorieuses, ils travaillent, mais ils gagnent de l'argent, ils capitalisent. Et là, les années 90-2000, très très compliqué. Et aucun parent n'encourage ses enfants à ce moment-là à reprendre l'exploitation. Moi, mes parents m'ont encouragé à bien travailler à l'école pour choisir mon métier. Alors, je reviens au sujet agricole, parce que la terre est amoureuse et elle colle à mes baskets, et que c'est quand même génial que de pouvoir mettre la lumière sur celles et ceux qui nous nourrissent. J'ai la chance de pouvoir, vous l'avez rappelé au début, le bagage qui fait que j'ai une caméra, un stylo, une caméra de cinéma maintenant, et de mettre en lumière ces agriculteurs et ces agricultrices qui en ont besoin. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne de télé Au nom de la Terre TV, une chaîne sur abonnement, parce qu'on a des savoir-faire en France, on a de l'innovation, on a une jeunesse qui y croit, mais on ne sait pas en fait ce qu'elle fait. Là, j'ai un stand, Au nom de la Terre, un stand sur le salon de l'agriculture, dans l'espace qui s'appelle la ferme digitale. La ferme digitale, c'est quoi ? C'est 55 startups ou jeunes entreprises qui réfléchissent de manière citoyenne, durable, pour préserver la planète, à mieux produire avec de l'innovation. Et l'innovation, c'est de la technologie, c'est des biotech, c'est de la recherche, c'est de l'agronomie, c'est de l'agroforesterie. Ça ne veut pas dire plus de chimie, l'innovation. Hein. Et je constate qu'en parlant du mot innovation, généralement dans les médias, ça gratte toujours les journalistes sur c'est l'innovation qui nous sortira dans l'agriculture. Bah oui, en fait, dans tous les domaines, l'innovation apporte généralement des progrès. Pourquoi pas dans l'agriculture ? Mais pourquoi justement l'innovation fait si peur ? On a souvent décrié, accusé les agriculteurs d'avoir abîmé la terre. Parce que ça a été le cas à un moment donné. Quand je dis on a demandé aux agriculteurs de produire beaucoup, derrière il y a tout un système, j'aime pas ce mot-là, mais à un moment donné tout est mis en place pour qu'il y ait des systèmes coopératifs avec des filières pétrochimiques, de semences, d'engrais, on vous apporte les outils pour une agriculture productiviste et industrielle. Et on le voit depuis la Seconde Guerre mondiale, les sols se sont appauvris, abîmés, et toute la planète, hein, pas qu'en France. Les agriculteurs se sont pris en main et ça fait des années déjà qu'ils réfléchissent à faire autrement. Nous, chez nous, ça fait plus de 15 ans qu'on a, chez nous, parce qu'il y a encore des terres qu'un agriculteur fait, on a arrêté le labour il y a plus de 15 ans. On fait de l'agriculture, de la technique de conservation des sols. C'est-à-dire moins de produits, on ne laboure pas, on essaie de couvrir les sols toujours. Il faut toujours que les sols soient couverts pour que l'érosion... Quand on dit couvert, pour expliquer... C'est un couvert végétal, donc c'est des semis d'interculture, en gros, pour que la terre ne soit jamais à nu, pour qu'il y ait toujours de la vie, pour développer tout ça. Sauf que dans cette technique-là, on a besoin du glyphosate une fois par an. Alors, expliquez-nous pourquoi, parce que souvent on oublie... Parce que pour mettre... avant de ressemer une nouvelle production, et selon les années, il peut arriver qu'il faille taper au glyphosate, c'est-à-dire faire place nette pour la nouvelle culture. Alors, dans ce genre d'agriculture, j'en parlais encore avec des céréaliers il n'y a pas longtemps, Rémi Duméry, qui est un céréalier bosseron à Verschartres, qui a 35 ans de métier, il a 160 hectares, il me dit, moi je mets entre 0 et 160 litres de glyphosate par an. C'est-à-dire qu'il y a des années, il n'a pas besoin. Mais il y a des années, vous le voyez, on a eu un été pourri l'été dernier, là il y a une pression des adventices, des mauvaises herbes, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de certains produits. Après, le glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a plein d'autres produits. Et puis, il faut rappeler qu'en France, on a quand même beaucoup de normes, que des efforts sont faits et qu'il y en a encore plein à faire. Mais quand on voit le mastodonte chinois qui a racheté Syngenta, le suisse, et quels produits sont en train de fabriquer qui ne répondent à aucune norme et qui vont déferler, qui déferlent déjà sur le continent africain, entre autres, ça fait peur. On oublie de le rappeler aussi assez souvent, qu'un agriculteur, une agricultrice, ce sont des métiers météo-dépendants. Alors vous le répétez souvent, météo-dépendant, climato-dépendant, il travaille entre le ciel et la terre. Un agriculteur est un homme libre, mais en même temps il dépend de la météo. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. On dit il faut faire tout bio, tout bio, tout bio. L'injonction du bio, il faut faire comme si, il n'y a que ceux qui n'ont pas travaillé la terre qui ne peuvent pas s'en rendre compte. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qu'on aimerait faire et après c'est la météo qui décide. Après, on peut revenir au bio. Le bio, on voit que là, pour l'instant, ça fait pchit. Il y a une surproduction de bio. Ou alors, il n'y a pas assez de consommateurs, pour ceux qui le peuvent. Le bio reste assez cher, et en tout cas, c'est aujourd'hui plus un argument commercial pour les consommateurs. Moins 2300 exploitations agricoles bio en 2021. En revanche, avec des nouveaux modèles agricoles, vous parliez de l'agriculture de conservation, on parle de l'agriculture du vivant, l'agriculture naturelle, régénératrice. Il y a des nouveaux modèles. Tous ces modèles-là existent et se développent de plus en plus, et c'est génial. De l'agroforesterie, replanter des arbres. Nous, chez nous, on a arraché les arbres il y a 30 ans. Il y avait des primes à l'arrachage. Et on se rend compte que l'arbre, c'est le meilleur allié du paysan.
C'est un créateur d'air, d'eau, c'est un rempart naturel, ça abaisse la température, ça crée des micro-organismes et de la biodiversité. Maintenant, il y a des primes à la plantation. Alors, ça veut dire qu'on s'est trompé pendant des années, donc là, on est dans la résilience agricole. C'est comme le tabac. C'est comme le tabac, à un moment donné, c'est pas dangereux dans les années 70, et aujourd'hui, même en terrasse, ça va être interdit. Mais tant mieux, on évolue. Mais sauf qu'aujourd'hui, on arrache encore plus de kilomètres de haies qu'on en plante. Donc, mais là, moi, je suis parrain d'une association, des enfants et des arbres, et on replante des arbres avec des enfants, avec des scolaires chez les agriculteurs. C'est pas rien d'emmener les enfants planter des arbres. C'est-à-dire qu'on leur met les mains dans la terre, et surtout, c'est eux qui sont responsables de leur arbre. Ils vont y retourner le week-end avec les parents, parce qu'ils vont être fiers de l'arbre, puis ils vont planter pour eux, mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et justement, c'est l'éducation, en fait. C'est l'éducation qui me permet, moi, d'être optimiste. On le voit dans votre livre, l'innovation, ça passe par la jeunesse. Aujourd'hui, demain encore plus, il faudra faire, les jeunes veulent déjà ou voudront faire des métiers porteurs de sens, des métiers essentiels. Dans l'essentiel, il y a sens. Ça va être compliqué d'aller travailler pour des entreprises pétrochimiques ou qui ravagent la planète. Et tant mieux, en fait, c'est ça l'innovation, mais il faut de l'éducation pour ça. Donc le temps alimentaire à l'école, les cours doivent évoluer pour en tout cas responsabiliser les enfants. Après, on parle de bien manger, là, il y a un réel problème de pouvoir d'achat aujourd'hui en France. Alors justement, je voulais revenir à ça, parce que le bio tombe un peu, parce que le bio, ça coûte aussi assez cher. Et puis c'est une révolution plutôt des centres-villes, le bio. Oui, tout à fait. Et l'injonction vient des centres-villes et souvent a accès aux médias les plus nationaux. On voit bien que l'argument d'achat, aujourd'hui, c'est le circuit court plus. On est plus fier de connaître son voisin et de savoir d'où ça vient quand on est en Bretagne ou dans le Limousin. On va essayer d'acheter local. Tout du bio qui vient de Pologne ou d'Argentine, moi, ça ne me parle pas. Puis c'est un coût carbone qui est terrifiant. Voilà. Et puis, là, il y a un retour à la terre. Et c'est très bien. Des néo-ruraux, donc des entreprises, des personnes qui s'installent hors cadre familial, qui ne viennent pas du monde agricole, ce qui est très bien, qui apporte de la vitalité, qui souvent font du circuit très court. Sauf qu'on arrive dans des populations, aujourd'hui, on voit bien que la ruralité se désertifie quand même si après le Covid, il y a un retour à la terre. On verra bien si ça dure, parce que c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas un retour quand même aussi du potager si. Certains l'évoquent, on revient un petit peu à ça. Le Covid, quelque part, dans des crises, il y a toujours des points bénéfiques. Certains, je pense, ont relabouré leur terrain d'herbe qu'ils avaient ensemencé il y a 20 ou 30 ans quand les supermarchés sont arrivés, mais là on ressorti le motoculteur pour planter dans le maraîchage, et puis avec les enfants, et puis pour avoir un circuit plus court, et des bons produits. Et des bons produits. Mais c'est la clé, comme on est ce qu'on mange. En plus, cuisiner c'est méditatif, cuisiner ça fait du bien, et cuisiner c'est une transmission avec les enfants, et puis ça coûte moins cher. Et c'est reprendre le temps, puisqu'on en parle beaucoup, reprendre le temps. Nous, par exemple, on a créé ce bimestriel pour prendre le temps de lire, de le fabriquer, de le fabriquer aussi, et de le lire. Exactement. Oui, mais c'est recréer de la valeur. Moi, je crée une chaîne sur abonnement, au nom de la Terre TV, c'est sur abonnement. Pourquoi ? Parce qu'on reverse une partie à une association, déjà, Solidarité Paysan, mais on reverse aussi une partie à ceux qui ont fabriqué, aux documentaristes. Et voilà. Il faut pousser aussi l'aide à la création, en fait. Et c'est important de reprendre ce temps long. L'agriculture, c'est du temps long. Et là, j'en reviens à la demande sociétale. La demande sociétale qui, par les réseaux, est immédiate, où il faut que l'agriculture passe au bio demain. Il faut que l'agriculture fasse ça. Sauf qu'on est sur des temps lents à 10 ans, 15 ans. C'est pour ça que je vous dis que l'agriculture a déjà amorcé, il y a un moment, sa transition. La France, l'agriculture française est quand même l'agriculture la plus normée du monde. Quand on voyage un peu, on se rend compte que c'est une des plus durables du monde. Enfin, il y a des normes partout, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne rentre pas dans un poulailler comme ça. C'est interdit les antibiotiques en France, contrairement aux poulets brésiliens, thaïlandais qui arrivent généralement dans les restos d'entreprise, les hôpitaux, les cantines scolaires. C'est terminé en importation aussi maintenant pour la viande. Oui, on y arrive. Alors après, certains diront qu'il y a des antibiotiques en France. Oui, on a un petit peu quand les animaux vont pas bien. Et puis alors, il faut toujours faire mieux. Mais en tout cas, parfois, est-ce que c'est pas trop normé aussi ? On a vu des histoires tragiques que vous m'avez racontées d'ailleurs. Cet éleveur de vaches qui a... Oui, le cas de... Tout le troupeau a été abattu à cause d'un cas de tuberculose. Oui, mais ça c'est le principe de précaution qui existe en France depuis tout le temps. Il y a un animal qui est détecté positif, tout le troupeau doit être abattu. Après, c'est des normes, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est des normes sanitaires qui ont été érigées par l'État. Après, ce qui a fait défaut dans cette histoire, et ce qui peut faire défaut, c'est le non-accompagnement ou la solitude des éleveurs dans tout ça. Et là, il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a un plan qui a été mis en place, en tout cas pour prévenir le mal-être et le suicide des agriculteurs suite à mon film. Voilà, c'est ce que j'allais... Je vous coupe la parole. Non, mais vous êtes là pour justement vous exprimer, mais j'allais justement venir à ça. Mais ça, c'est
grâce à votre film, il y a eu quand même une prise de conscience avec votre film. Alors il y a eu les 2 millions d'entrées, et puis j'ai pu porter le film au président de la République à l'Élysée, créer une réunion avec des agriculteurs, des agricultrices, que justement on a travaillé, il en est ressorti cette mission il y a 2 ans au Salon de l'Agriculture, portée par le député Olivier Damézin, député du Lot-et-Garonne, que j'ai suivi sur le terrain et qui a élaboré un audit, et il y a un plan, justement, qui a le mérite d'exister, il n'avait jamais eu. Alors certains diront que c'est pas assez, oui, sûrement, mais en tout cas, il y a un redispatch des moyens, et puis des mesures qui font que des sentinelles pour prévenir, en tout cas, quand un agriculteur va moins bien, et pour éviter qu'il soit isolé. Après, on peut faire tous les plans qu'on veut, c'est la rémunération, en fait, qui pose problème. Et c'est en ça que les agriculteurs et les agricultrices doivent reprendre la main. Alors, donc, en montant leur coopérative, en montant leur magasin fermier. Exactement, là on va aborder justement la nouvelle génération d'agriculteurs. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, eh bien, ce sont des chefs d'entreprise, comme les autres en réalité, et qui peuvent diversifier leur activité. Alors oui, aujourd'hui, le troupeau de vaches qui produit que du lait, en fait, les jeunes, ils essaient de passer... Déjà, ils ont vu leurs parents galérer pendant des années, c'est difficile, mais ils essaient... j'en connais plein d'agriculteurs des jeunes qui essaient d'avoir des productions différentes, et plusieurs, en cultivant des légumineuses, du houblon pour faire de la bière, des fraises, de l'aviculture. Enfin, il y a plusieurs ateliers qui font qu'on crée de la valeur, en fait. Et justement, ces produits-là, soit ils les vendent en circuit court sur les marchés, mais c'est du travail, en magasin fermier, ils se regroupent, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils vendent en grande distribution. Et la grande distribution a besoin d'eux. Alors la grande distribution est un des problèmes de tout ça, mais en même temps, vous faites vos courses où vous. Moi, je fais aussi mes courses en supermarché, comme 80% des Français. Il y a le problème de pouvoir d'achat pour beaucoup. Il y a ceux qui peuvent qui peuvent acheter à peu près ce qu'ils veulent, dont je fais partie. Mais moi, j'achète français, à minimum local, de saison. Même quand je vais au supermarché, je regarde l'étiquette. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Moi, je me bats pour que, par ma chaîne, par toutes mes actions, pour faire de l'entrisme et pour faire bouger les marques. C'est-à-dire que le consommateur peut faire bouger les marques. Si on attend que le politique, ça va être compliqué. Si le consommateur dit « j'arrête de consommer ça », au bout d'un moment... C'est le fameux pouvoir du consommateur. Oui. C'est consommer, c'est voter. On l'entend souvent. Voilà. Alors, on parlait de la crise des vocations qui n'existe pas, donc la crise des vocations agricoles, puisqu'il semblerait... les lycées agricoles sont pleins, on va dire, mais après, pour quel métier, ouais. Alors justement, quand on parlait de diversification d'activités dans les exploitations agricoles, donc qui sont des entreprises en fait agricoles, oui. La diversification sont larges. On peut faire du tourisme à la ferme, on peut aussi être fournisseur d'énergie verte si on met des toits photovoltaïques. Aujourd'hui, c'est quand même une petite révolution dans le milieu parce que quand on est dans la transmission paysanne, on entend souvent ça, c'est un métier de passion, on ne peut faire que ça, se diversifier. Donc c'est de l'innovation aussi sociale de transformer la vision du métier. Mais il y avait un frein, et il y a encore un frein d'une certaine génération. Mais voilà, les générations évoluent, le temps passe, et puis c'est en train d'évoluer quand même positivement tout ça. Et puis je vous dis, ma génération, il est plus jeune, quand on a vu ses parents trimer au travail, ou moi, mon père qui est parti, on a envie de réfléchir différemment, pour ne pas être le dindon de la farce, justement, pour reprendre le pouvoir. Avoir plusieurs activités et pas forcément faire confiance en certains plans, signer en bas de la page à la banque. Et il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur endetté, quelque part. Hein. C'est lui qui fait vivre tout un écosystème. Donc, oui, là, c'est vraiment, oui. Vu sous cet aspect-là, qui est quand même assez terrifiant. Ah oui, mais en vrai. En vrai, c'est ça. Ouais. Donc, il y a de quoi, faire la révolution, cette fameuse révolution. Il y a rien de mieux que les pauvres dans les quartiers nord à Marseille. On distribue des milliards, aux assos, on fait du clientélisme derrière, et puis voilà, on influence le vote. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pourquoi il n'y a pas de ligne de métro à Marseille, dans les quartiers nord, depuis, avec tous les milliards qui ont été... Ah oui, alors là, ça c'est un autre sujet. Non, mais je veux dire, c'est pareil. Mais bien sûr. Le raisonnement est pareil, en tous les cas. Il me semble. Le raisonnement est pareil. Alors, c'est pour ça qu'il faut aider les agriculteurs. Quand je parlais de transition écologique, c'est bien beau d'encourager vers le bio, mais il faut les aider financièrement, il faut les aider après au maintien au bio, et puis après... Il faut voir ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, le lait, les œufs, la viande sont déclassés au prix du conventionnel. Donc ça coûte plus cher à produire, c'est moins de rendement, et c'est pas payé plus aujourd'hui, pour le paysan. Par contre,
dans les supermarchés, ça reste cher, quoi. Enfin, supermarché ou ailleurs. Donc Egalim 1, la loi alimentation, l'Egalim 2, ça ne fonctionne pas, mais certains s'en tirent très bien. Donc il y a encore beaucoup à faire, même si la révolution est en marche. Alors on l'a bien compris, hein, moi souvent je vous dis, vous êtes en mission. En tous les cas, vous êtes une personnalité engagée, sincère, c'est important de le dire. Sincère, je pense, et puis j'espère nuancer, parce que on est tout de suite polarisé dans les débats. Je parlais de bons et mauvais points, c'est insupportable quand on est dans les campagnes, quand on est agriculteur, de recevoir les bons et les mauvais points de certains qui n'y connaissent pas grand-chose en fait. Donc les injonctions créent du ressentiment. Le ressentiment, il n'y a pas besoin dans des métiers qui sont compliqués, où on le rappelait, il y avait un suicide par jour. Donc, Parce que souvent, tout le monde parle de l'agriculture, tout le monde est capable d'en parler sans connaître. Non mais voilà, et puis vraiment il y a l'image qu'on imagine, il y a une vraie... On venait tous d'une famille rurale il y a 2 générations, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'évolutions. Et c'est pas si simple avec la météo. Le changement climatique, c'est pas rien. Hein. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire. Vous allez y participer avec Au nom de la Terre TV. Ouais. Que vous lancez le 21 mars officiellement. Qui est déjà, en fait, on peut déjà lancé parce qu'on peut s'abonner dès maintenant à un tarif préférentiel. Il y a déjà une sélection, il y a un tarif préférentiel, 29,90 pour 1 an. On reverse de l'argent à une association, la Solidarité Paysan, pour qui aide les agriculteurs en difficulté. Et il y a déjà une sélection de documentaires. Mais oui, pour le printemps, 20 ou 21 mars, on va lancer avec une centaine d'heures de documentaires. De l'agrégation de contenu, hein, comme le font Netflix, Disney, et puis après, des documentaires exceptionnels qui me viennent parce que le sillon que je creuse parle à beaucoup de monde, donc il y a plein d'auteurs qui font des documentaires qui ne trouveraient pas leur place sur des chaînes linéaires classiques et qui sont des pépites, et puis de la création originale avec des entretiens. Je prendrai votre place sur d'autres plateaux pour... Vous referez votre métier de journaliste. J'ai déjà fait pour certains grands entretiens, au temps long, avec des personnalités, de l'agri, de l'agro, des intellectuels, des artistes, mais qui ont un lien avec la ruralité, l'alimentation, l'agriculture. Et puis, de plus en plus, une équipe qui va grandir avec des petits padawans, en gros, autour de moi. Enfin, moi le but, c'est de lancer ça. Puis il y a Juliette qui vient de nous rejoindre. Elle est fille d'agriculteur, ingénieure agro. Elle est exceptionnelle. Et elle veut raconter ce que ses parents vivent et comment elle voit l'agriculture. Et c'est bien que cette nouvelle génération prenne la parole. C'est un collectif, on parle souvent de la grande famille du cinéma, du théâtre, mais depuis que je vous connais, souvent j'ai envie de dire il y a la grande famille aussi du monde agricole. En tout cas, cette famille a été isolée beaucoup. Je parle de la ferme digitale, de ce grand salon de l'agriculture où ils ont un stand énorme, le plus beau d'ailleurs. Voilà, il y a du lien qui est en train de se refaire. Et de toute façon, on n'a pas le choix en fait. Il faut montrer qu'on peut... C'est quand même génial de bosser dehors, au grand air. Ça peut être pop. Ça peut être pop. Bah ouais, rock, pop, c'est pas l'image d'Épinal, c'est ça, un peu les bouseux, les ruraux. Ah oui, alors ça, on peut en revenir justement, où il y a quand même cette image qui colle à la peau. Ouais, mais de moins en moins. Mais c'est quand même la grande réconciliation entre la campagne et la ville. Ça, vous y contribuez aussi beaucoup. J'espère, mais en tout cas, comme le disait Serge Joncourt dans un entretien que j'ai fait l'année dernière, on a arrêté la photo à la mode sur Instagram, c'était de se prendre dans un champ sur un chemin post-Covid. Ça y est, je suis à la nature. Ce week-end, je suis à la campagne. Enfin, c'est un truc très citadin, mais voilà, c'est quand même, je trouve ça intéressant. Je reviens à la campagne. Je reviens à la vie, presque. Bah oui, c'est carrément ça. Donc, il a fallu quand même une crise sanitaire mondiale. Il y en aura d'autres en plus. Bon, on va rester positif. Je vous sais optimiste, restons sur cette longueur. Oui, mais je veux dire, il y en aura d'autres. C'est qu'à un moment donné, je pense que la campagne est le refuge de demain. Ah oui, mais est-ce qu'elle n'a pas toujours été le refuge, la campagne ? Si, c'était le maquis. Le maquis, c'est un refuge. Ah oui. Donc, là, pour se reconstruire, alors il y a aussi le refuge pour se protéger, pour construire et pour nous nourrir. Oui, et je pense que le vivant restera très fort. On voit aujourd'hui certains et certaines qui veulent tout miser, plus d'animaux à manger, de la viande cellulaire. Je sais pas, on n'est pas Singapour ni Israël. Manger de la viande cellulaire, quel intérêt, franchement ? Et puis le vivant, avoir des vaches dans des champs, c'est très important. Respecter ces bêtes, en fait. Oui. Non, mais on a un contrat avec les animaux. On les soigne bien, ils nous nourrissent. Mais ça, c'est depuis que l'homme est l'homme, c'est depuis l'hominisation. Il se trouve que c'est comme ça. On peut le remettre en question, mais ça a toujours été comme ça. Et puis une vache, j'en reviens à ça, c'est une vache par hectare, c'est ça la norme.
Mais une vache, 1 hectare, c'est 1000 espèces de biodiversité. Vous enlevez les vaches, il y a des ronciers qui arrivent, la biodiversité s'écroule, les paysages changent, c'est plus une belle carte postale, la France. C'est-à-dire qu'en gros, les agriculteurs façonnent le paysage français et sont les premiers à capter du carbone. Qui capte le plus de carbone en France? Ce sont les agriculteurs. Les prairies, les cultures. Alors oui, quand on met de la chimie dessus, le bilan n'est pas bon, il faut revitaliser les sols, on l'a dit au début. Mais c'est pour ça que l'agriculture régénératrice, l'agroforesterie, replanter des arbres et tout, font que les puits de carbone sont dans l'océan, mais en deux, sur la Terre. En fait, il faut avoir une vision holistique de tout ça, et non pas se focaliser sur une problématique parce qu'on a mangé trop de viande, ce qui peut être vrai aussi. On en a mangé trop, on en mange trop, il faut en manger moins. Moi, j'adore la viande, mais c'est vrai qu'il faut en manger moins, en manger mieux. Mais après, on ne va pas dire aux gens « mange moins de viande ». C'est encore une fois de l'éducation. Mais oui, manger de la viande, du porc qui est à 2 € le kilo, qui vient de Pologne, c'est pas possible, quoi. Qui est élevé dans des conditions tragiques, bien sûr. Mais par contre, manger une viande, du porc fermier à 10 €, alors c'est moins souvent, mais ça peut faire un joli plat. Et puis, Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais votre engagement, il est jusqu'au boutiste, puisque vous avez aussi un restaurant ou deux, je crois. Je suis dans la restauration avec j'ai des associés. Oui, vous n'êtes pas tout seul. J'ai une autre équipe, voilà, on parlait d'équipe. Moi, je ne fais rien tout seul. Mais en tout cas, j'aime bien participer à des équipes. On voit bien, celui qui marque l'essai au rugby, c'est qu'il a un pack et toute une ligne d'attaque derrière lui. Moi, j'aime bien être dans cette équipe. J'aime bien être plutôt... aller marquer l'essai ou diriger, en tout cas, tactiquement les choses. Mais la restauration, c'est génial parce que c'est un lieu où viennent se raconter les histoires autour de l'assiette du produit. Alors que moi, je les ai racontées quand j'étais journaliste avant, un peu partout. Et oui, ça permet aussi d'avoir les mains dans la terre, dans la cuisine et puis dans la terre, puisque depuis le premier, on l'a ouvert il y a 7 ans et on a développé notre propre maraîchage, notre écosystème avec nos producteurs dans la Nièvre, donc ça fait 1h30 de Paris. Et aujourd'hui, on a un circuit très droit, très court, et qui nous permet, après le Covid, tout en travaillant, mais de bien nous en sortir, de maîtriser nos coûts et notre qualité, et faire que, on touche du bois, c'est très bien reparti après la crise. Donc voilà, on parlait d'holistique, mais c'est vrai que semer des bonnes graines, sans prétention. Ça fait des belles plantes. Avec toute l'humilité qu'il faut garder, face à la terre, face à tout ça, face à la météo, face à la pandémie, on peut arriver à faire des belles choses. En tout cas, tout ça, moi, me nourrit. Et ça me nourrit de voir les autres se nourrir. Donc. Est-ce qu'un autre film ou un autre documentaire est en route ? Je pars là, le 11 mars, en repérage en Thaïlande. Pourquoi ? Pour un film qui s'appelle La Promesse Verte. Et il y a du vert dedans. Il y a de la terre avec un grand T. Et il y a une belle promesse, apparemment. Ouais, j'espère. C'est une maman, en 2 mots, qui va tout faire pour sauver son fils, qui est emprisonné à tort à l'autre bout du monde, là où on plante des palmiers à huile en Indonésie, et cet étudiant qui fait une thèse a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, victime d'une machination, il est emprisonné. Et cette maman va tout faire, va déplacer des montagnes pour sauver son fils, qui se retrouve être une monnaie d'échange. Finalement, entre un pays qui veut nous vendre de l'or vert, pour faire de l'essence verte pour les Occidentaux qui veulent de l'essence verte, alors qu'on déforeste pour la faire, et puis la France qui a forcément des intérêts... Mais là, c'est une fiction, en revanche. C'est une fiction nourrie d'une certaine réalité, malheureusement. De beaucoup de réalités, de beaucoup de papiers et d'entretiens de ces dernières années. Voilà, j'ai ouvert un papier il y a 3 ans et demi de Libé sur ces agriculteurs qu'on avait encouragés il y a 20-30 ans à investir dans les filières diester, donc le colza et le tournesol vert. C'est le fameux les 10% ou les 15% qu'on met dans le diesel de carburant vert. Ils manifestaient devant la raffinerie totale de la Med dans le sud de la France, puisque leur production allait être remplacée par l'huile de palme qui arrivait de Malaisie ou d'Indonésie. Et ça vous a inspiré pour une prochaine fiction, donc on n'en dira pas plus. Que je tourne en fin d'année. Là. Que vous tournez en fin d'année, ou vous avez déjà les... Je suis en cours de casting. De casting. Bon, on saura ça plus tard. Ouais, je peux pas vous sais même vous pas. pouvez pas encore. J'ai des idées, mais on est on attend des réponses. En tous les cas, en attendant ce prochain film, moi, je vous invite à vous abonner dès maintenant à Au nom de la Terre TV. C'est ça. Qui démarre au printemps, le 21, normalement. Oui, mais déjà, vous pouvez déjà vous abonner. C'est moitié prix. Déjà vous abonner Au nom de la Terre
.tv. Au nom de la terre. Voilà, au nom de la terre, Vous tapez dans Google, au nom de la terre, TV. Vous trouverez, vous tapez Instagram, Bergeon, Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Et moi, bien sûr, je vous convie, chers viewers, à vous procurer le dernier numéro de notre bimestriel, T, la revue de la Tribune, dans laquelle vous retrouverez la longue interview d'Édouard Bergeon et puis plein d'autres choses, bien évidemment, sur la révolution agricole et alimentaire. Il est temps de nous quitter, cher Édouard. Merci mille fois. C'est passé très vite, mais on refera d'autres émissions. Merci beaucoup, à bientôt. Et moi, je vous dis également à très bientôt. Au revoir.